Qui va gagner la bataille de la voiture propre? Et donc, quelles seront les énergies des voitures de demain? Faudra-t-il abandonner la totalité du diesel, voire la totalité de l'essence? L'électrique est-elle la solution et la seule solution? Bref, quel mix énergétique pour nos véhicules? On en parle avec nos invités. Yann Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur industriel du groupe PSA, membre du comité exécutif. Julien Billon est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur général de 3A Data, filiale du comité des constructeurs français d'automobiles. Vous êtes un peu l'INSEE du monde automobile, sa mémoire en tout cas, la grande base de données de l'industrie automobile française, eh bien, c'est vous. Rémi Cornubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur automobile chez A.T. Kearney, cabinet de conseil en stratégie, et vous travaillez en particulier sur les stratégies d'innovation. Enfin, Victor Poirier, bonjour. Bonjour. Chargé d'études à l'Institut Montaigne, vous travaillez entre autres sur les questions industrielles. On va commencer par décrire un peu l'état du marché aujourd'hui, Julien Billon. Est-ce qu'on roule en gros comme il y a 5 ans, autant d'essence, autant de diesel, autant d'électrique? C'est très différent. Il y a 5 ans, 73% de motorisation diesel sur le marché neuf. Aujourd'hui, en 2017, 5 ans plus tard, 47%. Donc c'est un mouvement majeur en fait sur le marché automobile qui s'est opéré ces 5 dernières années, avec une dédiésélisation du marché neuf au profit de l'essence. On est passé sous la barre des 50%. Hein. Exactement, on est à 47% aujourd'hui. Oui. Les constructeurs comme PSA constatent ça, évidemment. Absolument, nous voyons ces chiffres de la même manière, donc avec une baisse qui a plutôt tendance à s'accélérer depuis quelques mois. On verra les conséquences tout à l'heure. L'électrique reste confidentiel, on peut le dire? Très peu, moins d'1% du marché jusqu'à présent. On est un petit peu plus cette année, mais les volumes restent faibles. Oui. Victor Poirier, est-ce qu'on fait des projections sur l'électrique? Est-ce qu'on a des études qui nous disent il va se passer ceci ou cela dans les 5 ans qui viennent? On en a beaucoup. Après, il faut savoir trouver les bonnes projections. On a retrouvé un rapport pendant qu'on travaillait sur ce sujet, un rapport de 1974 qui disait qu'en 1990, on aurait 10% d'électrique dans le parc. On est en 2017, on a 1%, comme vous le dites, donc il faut être très prudent sur ce type de projection. En fait, la tendance, elle est là. On voit bien qu'on a une mutation qui est en train de s'opérer. Nous, on pense qu'à horizon de 10 ans, il n'y aura pas une technologie dominante, mais un ensemble de technologies en fonction des besoins. Il est clair qu'aujourd'hui, l'électrique reste un marché de niche, mais va continuer à se développer. Ça sera plutôt pour des utilisations sur des petites ou des moyennes voitures. Et on aura d'autres technologies pour des voitures plus grosses. Ce qu'il faut voir aussi, il faut toujours se passer du côté de la perspective du consommateur. Souvent, on voit les modèles qui projettent des parts de marché très élevées pour le véhicule électrique sont basés sur le TCO, le coût complet. Or, un client, il n'achète pas uniquement sur le coût complet. Il regarde l'usage qu'il a du véhicule. Et si pour seulement 5% de son usage, il a besoin de faire des trajets à longue distance, il va acheter un véhicule polyvalent. Yann Vincent, je sais que vous êtes ingénieur. Comment est-ce qu'on peut résoudre une équation pareille? La Commission européenne veut une baisse de 30% des émissions de CO2 des véhicules légers d'ici 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Écoutez, on travaille sur les différentes dimensions de la propulsion finalement de la voiture. Évidemment, on continue à améliorer l'efficience de nos moteurs, des technologies traditionnelles, et il faut reconnaître qu'on a fait beaucoup de progrès en termes d'émissions de CO2. Et puis, développement de véhicules hybrides. Le groupe PSA va lancer à partir de 2019 un certain nombre de modèles hybrides essence, et puis évidemment le véhicule électrique, et c'est dans la combinaison de ces différentes technologies que finalement on va répondre aux attentes de la Commission. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé à l'hybride diesel? C'est relativement simple, quoi, nous étions les seuls sur cette technologie. Nous étions les seuls. Et nous avons considéré que finalement ce n'était pas une bonne chose que de nous singulariser. C'est aussi simple que cela. Oui, mais c'était propre, enfin relativement propre. Ça présentait l'avantage de l'hybride. Oui. Mais on a le sentiment que le mot diesel, de toute façon, est une insulte épouvantable à tout citoyen de la planète Terre aujourd'hui. Donc, hybride diesel, on oublie le mot hybride, c'est ça? On oublie le mot hybride, on oublie aussi, ce faisant, que finalement le diesel est aujourd'hui le plus respectueux en termes de CO2. Parce que souvent, plus respectueux que l'essence. Rémi Cornubert et Victor Poirier,
qu'est-ce qu'on peut attendre comme innovation technologique si on prend les différents types d'énergie? Sur l'essence, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les années qui viennent? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les constructeurs n'ont pas attendu la nouvelle réglementation pour progresser depuis d'ailleurs plusieurs décennies. Il y a encore des progrès qui sont attendus sur le moteur essence comme sur le moteur diesel en termes de consommation. Formidable, performant, et donc après, alors suivant les études, on voit que c'est entre 20 et 35% d'amélioration, et il faut engager cette innovation, il faut engager ces améliorations, donc il faut faire les investissements, parce qu'il faut préparer cette transition. Il ne faut pas oublier que le régulateur, il a eu un rôle aussi majeur, parce qu'on a mis tellement l'accent sur le CO2 pendant des années, sans parler des NOx et des particules, et le diesel était la meilleure réponse. Donc on ne peut pas non plus reprocher après coup aux industriels d'avoir poussé ça, alors que la régulation qui mettait le focus uniquement sur ça pour réduire le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, les ont encouragés pendant des années. Ouais. On a entendu la colère de Carlos Tavares, le président de PSA, disant c'est pas à l'État d'abord, ça c'est une vraie question philosophique, ça n'est pas à l'État de décider si on fait du diesel, de l'essence ou de l'électrique. Oui, nous, ce que nous pensons, c'est que il faut nous poser des problèmes et nous apportons des solutions à ces problèmes. Oui. Ce sur quoi nous préférerions ne pas être questionné, c'est, ou en tout cas, on ne souhaiterait pas se voir imposer des solutions. C'est ça, c'est finalement ça le problème. Oui, parce qu'on peut peut-être faire historiquement avec l'électrique la même bêtise qu'on a fait avec le diesel. Est-ce qu'on peut penser ça? Si on pense à toutes les questions environnementales qui sont derrière. On peut penser aujourd'hui que la situation fait qu'on favorise une technologie plutôt qu'une autre. On avait fait ça avec le diesel. On est plus ou moins en train de faire ça avec l'électrique, et c'est un peu le sens de la communication de la Commission européenne aujourd'hui. Et donc, nous, ce qu'on propose à l'Institut Montaigne, c'est tout simple, c'est une logique de résultats plutôt que de moyens. On fixe des résultats aux industriels, mais on ne leur dit pas quoi faire, parce qu'ensuite, c'est à eux, avec la logique de marché, avec toutes les incitations qui existent, de faire le meilleur choix technologique. Mais si on triple, quadruple le parc électrique, est-ce que vous avez calculé, vous l'avez sans doute fait, la production électrique qu'il faudra dans ce pays? Et si on prend que la France, un petit pays. Aujourd'hui, on peut réellement voir que le changement ne va pas se faire en 2 ans. Donc je pense que le challenge n'est pas tant la production d'électricité, mais plutôt le côté psychologique des citoyens. Il y a un petit blocage qui existe encore sur cette technologie. Ouais. Je ne pense pas qu'il y aura une demande trop importante d'électricité dans les 5 ans à venir. Ça, le parc ne changera pas aussi rapidement. Ouais. Est-ce qu'on voit de l'électrique en occasion, Julien Billon, dans vos chiffres? Il y en a un petit peu, ça double. Ouais. Ça double, quand même. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que on est aujourd'hui, là, au mois d'octobre, les derniers chiffres arrêtés définitifs au mois d'octobre, on a dépassé les volumes, en fait, de l'électrique de l'année dernière. Ah oui. Donc, mais c'est un mécanisme de marché assez simple. L'électrique se développe en termes de location longue durée sur des flottes de véhicules, et on voit arriver ces véhicules électriques sur le marché occasion à l'issue des contrats de location longue durée. Donc c'est assez logique. Quelle innovation peut-on attendre sur l'électrique, justement, sur les batteries, évidemment? Là, c'est la grande question. Mais il y a 2 choses à court moyen terme. On continue à améliorer en fait la technologie lithium-ion, qui est la technologie dominante. Et là, l'enjeu, c'est de passer d'une technologie 3 volts 5, 4 volts à du 5 volts pour augmenter la densité d'énergie à isotechnologie. Oui. Et puis à long terme, c'est de pouvoir industrialiser des nouvelles technologies qui vont émerger et qui permettront d'augmenter considérablement l'autonomie du véhicule électrique à un coût abordable. On n'a pas de véhicule tout électrique chez PSA pour l'instant. Si on a des petites voitures, on a des petites voitures. On a 5, tout à fait. Vous avez les modèles en tête, vous avez la Ion, la C0, la Imeari, le Berlingo électrique. Oui, c'est ça. Ce sont des voitures dites de société ou des petites voitures d'entreprise, mais il n'y a pas de berline ou de SUV destinées aux plus grands noms. Nous n'en avons pas. Et ça fait partie des choses qui vont être lancées dans les années futures. Donc, à la fois des véhicules hybrides, à la fois des véhicules full électriques. Est-ce qu'on peut rêver sur le solaire un peu? J'ai vu que Ford avait une voiture avec enfin, pas seulement Ford d'ailleurs, avec un toit solaire. Alors, il y a des régions dans le monde où on peut faire rouler une voiture quelque temps. Oui, alors quelques kilomètres, je pense. Quelques kilomètres, juste. On en restera là. Non, les applications solaires aujourd'hui, c'est essentiellement un complément d'énergie. L'idéal, c'est éviter que les accessoires pompent sur la batterie. Et donc, dans les pays très ensoleillés, on peut avoir un complément apporté par des cellules solaires sur le toit. Oui. Toyota, je crois, promet une recharge de batterie à peu près pleine avec son toit solaire sur les toutes nouvelles Prius, c'est ça
J'ai pas un suivi peu ça. trop audacieux. Non, enfin, s'ils le disent. Enfin, c'est petit, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va effectivement régler le problème. C'est un vrai casse-tête, non? Ah bah bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr. Et tous vos ingénieurs sont mobilisés. En fait, ce qui est un casse-tête, c'est que nous sommes réellement obligés de travailler sur toutes les technologies. Il n'y en a pas une dont on puisse se dire, cette techno, dans 5 ans, il n'y aura que celle-là. Et c'est ça qui est en fait difficile, c'est-à-dire que, comme le disait Rémi, on doit continuer à travailler sur le diesel, on continue à travailler sur l'essence, on travaille sur l'hybride essence, on travaille sur l'électrique. Et c'est ça qui est la complexité. Rémi Cornubert, je vous ai entendu parler de l'hybride air. L'hybride air, je vous ai entendu parler de ça avec nos camarades de Petites Observations Automobiles. L'hybride air, c'est une technologie à air comprimé, enfin, qui équipe les camions. Qui a d'ailleurs été inventé par PSA. Ah bah voilà, expliquez-nous. Je pense que Yann est encore mieux placé que moi. Expliquez-nous. En fait, ça semble formidable, l'hybride air. C'est une technologie que nous avons testée. Et là, honnêtement, vous faites appel à des compétences d'ingénieur que je n'ai plus. Quoi, hein. Oui, bon. Mais nous avons décidé, pour la même raison que finalement l'hybride diesel, que nous risquions de partir seuls dans une techno très en rupture et que ce faisant, nous prenions probablement des risques. Oui, et donc, je dirais que pour l'instant, elle est sur étagère. Oui. Bon, est-ce que j'aurais plus de chance avec l'hydrogène? Est-ce que l'hydrogène, parce que là, il y a des constructeurs qui roulent à l'hydrogène, asiatiques notamment. Bon, ça peut marcher, ça coûte une fortune. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, il y a 89 véhicules immatriculés en France. 89 en France. Voilà. Et en Europe, dans le monde, on a une idée? Désolé. On se contente de la France. Mais ça marche et ça roule. Oui, ça roule, bien sûr. Ouais. Ça roule. Simplement, il faut les contraintes. Il y a des défis qui ressemblent à ceux du véhicule électrique. Il y a le premier, c'est le coût de la technologie. Donc il y a des progrès qui sont faits, mais on est encore loin d'un coût d'une technologie dit mass market. Et puis il y a aussi une problématique de déploiement d'infrastructures. Une station à hydrogène, ça coûte cher. C'est pas quelques dizaines de €, comme une borne de recharge pour un véhicule électrique. Et on voit que tous les pays ont été très en retard dans les promesses qu'ils avaient faites de déploiement d'infrastructures pour le véhicule électrique. D'ailleurs, même certains constructeurs comme Tesla se sont dit, si on attend les États, on ne va jamais y arriver, donc on déploie notre propre infrastructure. Et donc, il faut répondre aussi à cette question-là. Est-ce qu'on peut financer le déploiement de 2 infrastructures à grande échelle? Ça reste une question ouverte, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de l'État, en l'occurrence? Est-ce que vous le trouvez innovant? Est-ce que vous le trouvez accompagnant? Alors, nous, ce qu'on a pu entendre dans le rapport sur lequel on a travaillé récemment, c'est qu'il y a un vrai décalage entre les soutiens à l'électrique et les soutiens à l'hydrogène, ce qui peut paraître normal parce que l'électrique est un peu plus avancé, mais il y a de réelles promesses sur la motorisation à hydrogène, et il n'y a pas le soutien d'État qui va avec, et ensuite c'est un peu le jeu de l'œuf et la poule. Tant qu'il n'y a pas les soutiens d'État, les industriels ne vont pas avancer dessus, et ainsi de suite. Donc. Est-ce qu'on peut dire à travers vos chiffres, Julien Billon, qu'augmenter la fiscalité sur le diesel pour qu'elle rattrape celle de l'essence, ça a un impact? Ou est-ce que les gens... Alors, je ne sais pas si ça n'a pas. En tout cas, la dynamique est déjà en route. Oui. Aujourd'hui, l'essence est le premier bénéficiaire de la... Oui, mais elle n'est pas forcément... C'est assez récent, cette annonce de dire l'essence coûtera le prix du diesel. Oui, mais le mouvement a été amorcé bien avant. Oui, pour des raisons environnementales, alors. Pour d'autres raisons. Je pense que l'offre des constructeurs... Enfin, là, je sors un peu de mon domaine de compétences, mais les 3 cylindres essence ont émergé avant les effets d'annonce. Oui. Il y a un point qui est important et qu'on ne souligne pas assez. Il y a une confusion... entre les normes qu'on impose aux véhicules récents et le parc. Aujourd'hui, un diesel qui est mis sur le marché aujourd'hui est considérablement moins polluant qu'un véhicule qui a été commercialisé il y a 10 ans ou plus. Et tous les constructeurs continuent à faire du diesel, même à petite dose. Parce qu'on a toujours... Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas abandonner d'avoir une technologie comme ça. Il y a toujours la régulation sur le CO2 qui est là. Et donc si vous voulez atteindre les objectifs, parce qu'ils se durcissent, il faut une part de diesel dans vos ventes. Et puis il y a la contrainte industrielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les industriels, vous ne pouvez pas passer de l'essence, c'est pas les mêmes lignes de production, donc c'est un coût énorme, donc on ne peut pas imposer non plus à l'industrie du jour au lendemain de s'adapter sans qu'il y ait une période de transition raisonnable. Illustration chez PSA, piégé par le diesel, expliquait les Échos en début de semaine, c'est-à-dire que évidemment vous êtes sans doute le constructeur le plus dieselisé
En tout cas en France, il n'y a aucun doute là-dessus. On parlait de 47% en France tout à l'heure, nous on est à 56%. Et alors vous êtes obligé d'importer de Chine des moteurs essence, les fameux petits 3 cylindres très performants, parce que la demande est trop forte, c'est ça? On en importe un petit peu de Chine, effectivement, parce qu'on court après la demande. 100 000 moteurs de plus, Made in China. Alors Made in China, ça ne veut pas dire que c'est pas de qualité. Ça veut dire que c'est fabriqué par... Les produits chinois, et notamment les véhicules, sont d'excellente qualité. Oui, mais ça vous coûte plus cher, évidemment. Il faut le transporter. C'est le prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner essence et diesel, d'après vos études? Je parle du consommateur, là, je parle plus de l'industriel. Je pense qu'il faut se garder de la vision un peu parisienne qu'on peut avoir, notamment sur ce débat. Aujourd'hui, il y a encore peut-être à peu près 60% du parc automobile qui est diesel, et il y a énormément de personnes, notamment dans les zones rurales, qui en ont besoin. Donc le débat, il se porte sur un temps un peu plus long que celui qu'on peut avoir à l'échelle de la mairie de Paris, par exemple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. C'est une transition qui va prendre du temps. Je disais, le montant des amendes que risquent de payer les constructeurs européens, et mondiaux d'ailleurs, si les ventes de voitures diesel baissent seulement de 30%, pour tenir l'objectif en 2021 du fameux CO2. Ford, ça dépasse les 5 milliards d'euros, 5 milliards d'euros. Renault, 1,5 milliard. Peugeot plus Opel, 763 millions. Vous vous en tirez bien, on va dire. Écoutez, par ailleurs, on se bat pour que ça soit zéro. Oui, bien sûr. Là, il y a des batailles qui vont effectivement durer, parce qu'en 2021, on ne pourra pas émettre plus de 95 grammes de CO2. C'est ça. C'est dans 3 ans. Et au-delà, le gramme supplémentaire coûtera 95 €, je crois, par voiture. C'est-à-dire que le prix des voitures ne cesse de se renchérir avec des bonus des malus qu'on vous annonce qu'au moment de la commande, finalement. Je pense que nous l'approche qu'on a essayé d'avoir dans notre rapport, c'est une approche beaucoup plus incitative que celle-ci, et notamment les bonus-malus, ça fonctionne certes, mais ça a un impact sur les finances publiques qui est énorme. Donc, On a fait un autre petit calcul qui était intéressant avec l'Institut Montaigne, là, dans le cadre du rapport. On a calculé la valeur résiduelle du parc automobile diesel en France. 420 milliards. Oh là là. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une class action en France contre la mairie de Paris, parce qu'il y a des gens qui ont vu leur valeur résiduelle divisée par 2 ou plus. C'est de plus en plus difficile de vendre une voiture diesel. 4 milliards d'euros de dédommagement liés à ça. Donc on ne peut pas ignorer non plus ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des voitures parce qu'on disait que c'était bien à une certaine époque, et on ne peut pas du jour au lendemain dire vous n'avez plus le droit de rouler avec sans avoir une alternative et puis une réponse à ça. Conséquences pour les industriels et pour l'emploi, 126 usines, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, et 112 000 salariés sont dédiés à la construction et à l'assemblage des moteurs et de la chaîne de transmission. Ça vous semble un chiffre Écoutez, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? C'est largement au-delà des seules usines des constructeurs. J'imagine que ce sont des chiffres qui intègrent les équipementiers. Oui, c'est-à-dire Bosch, par exemple, qui a une usine à Rodez et qui dit... Très clair. Enfin, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est on bascule du diesel à l'essence. Oui. Et donc, ça, c'est la première étape. Pour l'industriel, je dirais que la difficulté, celle qui a été évoquée précédemment, c'est que les lignes ne sont pas flexibles, et donc il faut les adapter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Derrière, il y aura la substitution du moteur thermique par de l'électrique. Et là, effectivement... Ça, c'est sûr. Parce que vous m'expliquez, on ne sait pas trop. Non, mais ça va arriver. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse ça va s'envoler, mais c'est certain. Le contenu de travail d'une chaîne de traction électrique est sensiblement plus faible que le contenu de travail d'un moteur thermique. Donc effectivement, cela aura des conséquences sur l'appareil industriel. Et donc sur l'emploi. Et une voiture électrique coûtera moins cher en entretien aux consommateurs aussi, on peut dire ça comme ça. Moins de révisions, moins de choses comme ça. Quoique les révisions sont de plus en plus espacées. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a dans la tête des clients potentiels, sur ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils savent, ou est-ce que les gens attendent qu'on leur dise électrique, formidable, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, en fait, ils prennent des décisions qui sont rationnelles, d'ailleurs dans leur choix de moyens de transport, quand ils vont acheter un véhicule, ils vont regarder le coût, le niveau des prestations et l'usage qu'ils vont faire du véhicule. Donc on ne peut pas leur imposer de prendre
que des véhicules électriques, parce qu'aujourd'hui, l'autonomie est un vrai frein. Ce qu'on voit encore, c'est que même si ça a changé, il y a un effet d'accélération là depuis un an, les gens étaient aussi inquiets parce qu'ils ne voyaient pas d'infrastructures déployées à grande échelle. Mais s'ils voient ces infrastructures et si l'autonomie est portée à 400-500 km, le problème est réglé selon vous? On va vers l'électrique massivement? Sur une partie du marché, oui. Une partie du marché. Vous êtes tous d'une très grande prudence, hein. Mais je vous comprends, hein, je ne vais pas faire le malin. Peut-être reprendre, l'Institut Montaigne avait fait un sondage avec Kantar il y a maintenant quelques mois qui montrait que la première caractéristique du véhicule de demain pour les utilisateurs, c'était l'écologie, devant le coût du moteur. Donc là où on peut être assez rassuré, c'est que le client lui-même a conscience de ses impératifs écologiques et qui devrait orienter ses choix plutôt vers des motorisations propres. Donc on se résume, Yann Vincent, on est en transition, on passe du diesel à l'essence, là ça c'est clair en ce moment, hein, c'est la bascule, et on va sans doute vers l'électrique. Absolument. Voilà. Absolument. Et on n'ira pas plus loin dans les... Et on doit multiplier, et on doit avoir dans notre portefeuille de techniques l'ensemble des techniques. Oui, ça va en faire bosser des ingénieurs. Mais le meilleur compromis à moyen terme, finalement, c'est le véhicule hybride avec une autonomie en mode électrique de 40 à 50 km. Donc souvent rechargeable. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les trajets quotidiens en France, par exemple, 80% c'est moins de 40 km. Donc c'est largement suffisant. Donc vous n'avez pas d'impact en centre-ville, donc sur la qualité de l'air. Et puis dès que vous êtes sur route où c'est moins dense, vous passez sur le mode essence traditionnel ou diesel, parce qu'il faudra en garder une partie pour le CO2. Parce qu'il y aura toujours du diesel, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y en a encore d'ailleurs au catalogue de tous les constructeurs. Merci à vous tous. C'était Mobility TV.